Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle des enjeux de la transition écologique et sociale. Et parmi ces enjeux, le réemploi des emballages et la vente en vrac pour faire la chasse au gaspillage, se débarrasser du plastique notamment. C'est en partie ce que l'on appelle la reuse economy, une filière industrielle à part entière. Pour en parler, nous sommes avec Célia Renson. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale du réseau Vrac et Réemploi. C'est une association que vous avez lancée en 2016. Vous avez co-créé aux côtés d'autres dirigeants et entrepreneurs qui fédèrent tous les maillons de la chaîne, à la fois des distributeurs, des fournisseurs, mais aussi des entrepreneurs à l'origine de solutions concrètes. Vous nous en parlerez d'ailleurs tout à l'heure. La semaine dernière, vous étiez aux côtés du président de la République. C'était justement à la Reuse Economy Expo, un salon sur le réemploi. Et c'est d'ailleurs là que le Conseil de planification écologique a eu lieu. Alors, qu'en est-il ressorti? Est-ce que vous avez ressenti une volonté politique de changer, de faire changer d'échelle ce secteur? Oui, c'était clairement pour nous un signal fort envoyé à l'ensemble de l'écosystème que cette troisième voie de l'économie, celle qui permet entre la production neuve et le recyclage, et donc qui concerne le réemploi, mais aussi la réparation, le remanufacturing ou le reconditionnement dans de multiples secteurs de notre économie, sont un vrai levier aujourd'hui pour notre gouvernement français, mais aussi pour l'Europe, de souveraineté, de résilience, de création d'emplois locaux et évidemment de réduction de l'impact carbone et changement climatique. Oui, effectivement, et en pleine canicule, c'est important aussi de le souligner. Vous-même, vous avez glissé au président un rapport avec 10 mesures pour changer d'échelle. Pour vous, le réemploi, vous le disiez, c'est la filière d'avenir qui permettra de réconcilier protection des ressources et performance économique, une troisième voie en quelque sorte. Pour les téléspectateurs, les auditeurs qui ne connaissent pas du tout ce secteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je prends le schéma par exemple d'une bouteille en verre, quand on va réemployer une bouteille en verre, en fait, on va la garder intacte et on va la collecter, la trier, la laver et elle va repartir dans le circuit. À l'inverse, le recyclage va casser cette bouteille en 1000 morceaux. Et donc, il va falloir nettoyer les bouts de verre, les refondre à haut niveau pour refabriquer une bouteille. Donc, le réemploi va permettre de conserver la valeur de ce que l'on a déjà produit. Ça nous permet ainsi de déplacer aujourd'hui la richesse que crée un pays sur du volume. En fait, aujourd'hui, on crée de la richesse en vendant beaucoup de choses, mais pas forcément de bonne qualité et qui durent. Eh bien, nous, on déplace cette création de richesse sur des biens, des matériaux, des équipements qu'on va faire durer longtemps. Et en les réparant, en démontant, en décollant, en reconfectionnant, on va pouvoir aussi créer de la main-d'œuvre locale dans les territoires, prolonger la valeur de ces biens et du coup retarder aussi le moment où on va devoir réimporter des matières premières, des ressources. Et on le voit aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Donc le déplacement aussi qu'on a eu du président de la République et du gouvernement sur le salon est un signal fort qui permet de réconcilier souveraineté économique et également enjeux climatiques. Oui, parce que votre exemple, on comprend aussi qu'on ne peut pas recycler à l'infini à un moment donné où ce n'est plus possible. Alors, 10 propositions, 10 chantiers importants dans ce rapport que vous avez donné au président. Je prends juste le premier, créer une culture et un réflexe réemploi auprès de tous les acteurs, qu'ils soient privés, publics, les citoyens, notamment dans les stratégies d'entreprise et les politiques publiques. Alors effectivement, c'est important, ce réflexe réemploi, mais il y a encore du boulot. On voit bien autour de nous qu'il n'est pas encore installé. Il y a encore du boulot. Si on regarde effectivement côté, par exemple, pouvoir public ou côté législatif, on a tendance souvent à penser qu'on va pouvoir réduire l'impact carbone uniquement en recyclant. Je l'ai dit juste avant, le recyclage, c'est détruire de la matière. En fait, c'est la dernière étape qu'on a quand on ne peut absolument plus utiliser l'objet. Le réemploi, aujourd'hui, 55% des émissions de CO2 au niveau mondial proviennent de la phase d'extraction et de production. Donc si cette phase-là, on la fait durer le plus longtemps possible, on peut diviser par 2 les émissions de CO2. Donc il faut absolument avoir le réflexe quand on produit une loi, quand on fabrique un produit, quand on développe un service ou en tant que consommateur, quand on consomme, de penser d'abord durée d'usage, intensité d'usage, avant de penser au neuf ou au recyclage. Un exemple, on a bientôt, là, cette année, un texte au niveau européen qui s'appelle le European Circular Economy Act. Je vois que les choses sont en train de changer, mais au début, quand l'annonce a été faite, notamment par la commissaire européenne, elle disait effectivement, on va devoir asseoir notre souveraineté en faisant circuler les matières, mais
le seul mot qui a été prononcé, c'était recyclage. Il faut absolument que ces textes de loi pensent d'abord au réemploi. On a une hiérarchie aujourd'hui de l'économie circulaire qui dit, pour préserver nos ressources et être plus résilient, on doit d'abord réduire tout ce qu'on prélève. On doit ensuite le faire durer le plus longtemps possible avec le réemploi, la reuse economy. Et ensuite, en bout de course, on doit recycler. Donc cette hiérarchie de l'économie circulaire, ça doit être le prisme par lequel on aborde les politiques publiques, les produits et services qu'une entreprise fait, par exemple. Un téléphone, quand il sort, il doit être conçu pour être démontable, réparable, qu'on puisse interchanger les pièces et ne pas avoir en fait un téléphone qui tombe en panne qu'on ne pourrait pas réparer. Et un consommateur, de la même manière, doit se dire, au moment où je dois changer mon bien, est-ce que je le jette tout de suite à la poubelle pour qu'il soit recyclé, ou je pense à me tourner davantage, par exemple, vers un réparateur pour le réparer. C'est ça le réflexe. Et quand on aura ce réflexe-là à tous les niveaux, eh bien, on pourra effectivement accroître cette part de l'économie. Et c'est important ce que vous dites, parce que tout est lié. Là, on fait une émission sur le réemploi, mais on est en pleine canicule et il y aura d'autres épisodes de canicule. Vous parliez d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ce sont ces émissions qui provoquent le réchauffement climatique et qui provoquent ces événements météo extrêmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qu'il faut gérer. On voit que c'est un levier direct. Je disais 55% des émissions se font au moment de la phase de production amont. Et cette phase de production amont, dans l'économie linéaire dans laquelle on est, une économie de volume, on la ressollicite tout le temps. Nous, on dit avec la reuse economy, cette phase-là d'extraction-production, on la fait durer le plus longtemps possible. Donc, mécaniquement, on réduit la production de CO2. Alors, en 2024, on va regarder quelques chiffres. La filière vrac et réemploi, elle rassemble déjà 8000 emplois sur le territoire national et elle assure la circulation de 13 millions d'emballages réemployables. Mais c'est une filière qui pourrait aussi créer beaucoup d'emplois. La filière vrac et réemploi pourrait créer 30 000 emplois d'ici 15 ans. Vous confirmez ces chiffres ? Oui, ils sont issus du baromètre qu'on vient de publier avec le cabinet Deloitte. On a étudié effectivement les différentes filières de réemploi des emballages. C'est une filière qui est bien installée, qui permet effectivement de pouvoir créer des emplois locaux. Et on est aujourd'hui à peine à 1,6% des objectifs de réemploi des emballages qui sont de l'ordre de 10 à atteindre en 2027. Ouais. Donc on voit la marge de progression. On a aujourd'hui les outils industriels, les centres de lavage, les infrastructures pour organiser cette collecte, ce lavage des emballages, mais il nous manque les volumes. Donc si on a des volumes d'emballages à laver tels que la loi le prévoit, sur les emballages ménagers et aussi les emballages professionnels, mécaniquement, on créera davantage d'emplois. Alors, lors de la Reuse Economy, Emmanuel Macron a lancé l'idée de la consigne sur les bouteilles en plastique, c'est-à-dire la possibilité de rapporter au supermarché ces bouteilles contre petite rémunération. Les élus locaux s'y opposent. Aujourd'hui, la France, elle paye 1,5 milliard d'euros parce qu'elle ne respecte pas les normes européennes sur la consigne. Est-ce que c'est une bonne idée, tout d'abord, la consigne sur les bouteilles en plastique ? Alors, deux choses. Le 1,6 milliard d'euros, donc ça, c'est 1,4, c'est un peu moins d'1,4. Ce n'est pas une pénalité, c'est en fait une ressource propre de l'Union européenne, qui avait d'ailleurs décidé le président Macron pour que l'Union européenne puisse avoir son propre budget et qui est prélevé sur chaque État membre et à 800 euros la tonne, entre les tonnes de plastique qui sont mises en marché et celles qui sont recyclées. Et la différence, celle qui n'est pas captée, elle est effectivement évaluée à 800 euros la tonne et ça permet à l'Europe d'avoir son budget. Ça, c'est plus pour rectifier. Ensuite, effectivement, le président Emmanuel Macron a fait des annonces, notamment un plan plastique sur lequel nous avions déjà commencé à travailler l'année dernière au moment de l'UNOC qui s'est tenu à Nice lors du traité plastique. Donc, ça nous permet de reprendre le sujet en main. Et dans ce traité plastique, j'étais ce matin justement au ministère de la Transition écologique où nous étions réunis pour que le gouvernement nous le présente en détail. Il y a 3 piliers. Le premier, c'est la sobriété. Donc, c'est effectivement comment on réduit les emballages en plastique inutiles, comment on développe le vrac. Le deuxième, c'est le réemploi des emballages, avec la volonté de déployer un dispositif national de consigne sur le réemploi des emballages. Et le troisième, c'est de mieux recycler. Et dans ce dernier pilier de mieux recycler, il y a effectivement un certain nombre de leviers à activer, dont un, qui est le 12e ou le 13e,
qui est de mettre une consigne monétaire sur les bouteilles en plastique, de manière à ce que les personnes puissent davantage les rapporter. Oui. Et si elles sont davantage rapportées, elles seront mieux recyclées. Et donc là, on avance, parce qu'effectivement, à Nice, lors du sommet de l'océan dont vous parliez des Nations Unies, voilà, il y avait une déception par rapport effectivement à un plan qui aurait pu être annoncé sur le plastique. Alors, il faut savoir que la France, elle a des résultats médiocres en termes de recyclage. En 2024, 23,1% des déchets plastiques collectés étaient recyclés, donc c'est pas assez. En tout cas, c'est beaucoup moins que nos voisins qui ont des chiffres beaucoup plus intéressants. Alors, vous parlez souvent des 3 R. Vous en avez parlé tout à l'heure d'ailleurs. Il faut réduire, réemployer et en tout dernier lieu recycler. Vous dites que le réemploi doit davantage primer sur le recyclage dans toutes les stratégies RSE. Alors, ça veut dire recycler, parce que recycler finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer de produire comme si de rien n'était. Recycler, ça permet de trouver une solution aux déchets. Oui. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que on produit quelque chose, on l'utilise, on le jette. Et une fois qu'on le jette, soit en fait on l'enfouit, soit on le brûle, ou soit on le recycle. Et le recyclage permet d'essayer de récupérer de la valeur en détruisant l'objet pour pouvoir réinjecter cette matière et refabriquer à nouveau. Mais c'est une solution qui s'attaque au problème des déchets. Elle ne remet pas en question la production en amont. C'est ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde où les ressources, on a vu, ne sont pas finies. Enfin, ne sont pas inépuisables. Les ressources sont finies, d'une part. Et ensuite, elles sont concentrées dans les mains, dans les sous-sols de certains pays. Il se trouve que l'Europe ne fait pas partie des pays qui a dans ses sous-sols les métaux critiques, les terres rares qui sont nécessaires au mode de vie que l'on a aujourd'hui, qui sont très électrifiés, avec beaucoup de batteries, etc. Donc, si l'on veut continuer à vivre décemment, sans retourner à l'âge de pierre ou à la bougie, on doit absolument davantage préserver ce que l'on a fabriqué. Parce que si l'on préserve le plus longtemps possible sur notre sol ce que l'on a fabriqué, mécaniquement, on retarde le moment où on dépend des autres pays pour réimporter de la matière, pour refabriquer à nouveau. Et donc, en fait, ce qu'on dit avec la reuse economy, donc l'économie qui est cette voie du milieu, avec le réemploi, la réparation, le reconditionnement, on peut l'avoir dans les ordinateurs, dans les batteries, on peut l'avoir dans le textile, on peut l'avoir dans le bâtiment. Ça nous permet en fait de puiser nos ressources, non pas dans notre sous-sol, mais sur notre sol. Et là, on est résilient, là, on est autonome, et là, on augmente notre rapport de force aussi par rapport aux autres pays. Et surtout, on peut continuer à vivre décemment sans en fait se prendre le mur des ressources finies ou limitées. Et on le voit avec le détroit d'Ormuz actuellement aussi. Effectivement, on voit toutes les conséquences. Alors, un mot du vrac quand même qui a connu un coup de frein, notamment après le Covid, qui a subi aussi la concurrence de l'e-commerce. Comment vit ce secteur aujourd'hui? Comment on fait pour séduire de plus en plus de consommateurs? Il y a à peu près 10 000 points de vente en France avec un rayon vrac, mais comment on fait pour aller en chercher davantage? Alors là, le marché s'est stabilisé. On a même regagné 1 point de consommation par rapport à l'année dernière. C'est 32% des Françaises et des Français qui consomment régulièrement en vrac. Donc là, je pense qu'on a notre base d'acheteurs. Et ce qu'on voit aussi avec notre dernière étude sur les comportements avec Nielsen IQ, c'est que les acheteurs vrac actuels, maintenant, veulent davantage de produits et veulent du prix. Donc, ils ont intégré le vrac comme une consommation comme une autre et ils veulent retrouver les mêmes bénéfices qu'un produit emballé. Donc, comment on fait? On continue. On a le décret vrac qui a été publié en fin d'année dernière, issu de la loi Climat et Résilience, qui demande aux acteurs de la grande distribution principalement, aux supermarchés de plus de 400 mètres carrés, de développer le rayon vrac. Que ce soit dans les fruits et légumes, le traiteur, les produits secs, mais ça peut être aussi les shampoings gel douche, de manière à atteindre une surface de vente ou un ratio de produits de l'ordre de 20%. Ah oui. Donc on a aujourd'hui une belle marge de progression grâce à la publication de ce décret. Et ce matin, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de pouvoir opérationnaliser ce décret parce que le vrac, on l'a dit, c'est un des piliers de la sobriété qui va nous permettre de réduire les déchets d'emballage et en particulier plastique. Alors, dans votre réseau, il y a aussi les apporteurs de solutions. Et dans Impact Positif, on aime bien parler de solutions. Il y en a beaucoup qui ont été aussi exposés lors du salon Reuse Economy la semaine dernière. S'il y en a une, en tout cas, que vous vouliez mettre en avant, ce serait quoi? Au sein de mon réseau, aujourd'hui? Au sein de votre réseau, par exemple, ouais. Alors, je dirais peut-être l'infrastructure, le système d'information, de traçabilité, qui va permettre de rendre interopérables
le déploiement de la consigne pour réemploi à grande échelle. C'est-à-dire qu'un consommateur qui achète un produit dans un magasin A, le consomme et veut le rendre dans un magasin B, ce système-là va pouvoir permettre de pouvoir tracer l'emballage, de rendre les remboursements de consignes d'un magasin à un autre, d'une marque à une autre, de pouvoir compter le nombre de tours d'emballage et de pouvoir en fait faire circuler ces emballages de main en main, de consommateur en consommateur, de magasin en magasin et d'opérateurs de collecte, de tri et de lavage. Et ça, en fait, la notion de traçabilité des données, de rééquilibrage des consignes, c'est la colonne vertébrale du réemploi à grande échelle et le réemploi Et c'est un service qui existe déjà. Et c'est un service qui existe déjà, qui est déjà déployé. C'est un très très bon service, effectivement. Merci de nous en parler. Alors, on termine toujours par une note positive dans Impact Positif. S'il y avait quelque chose de positif à retenir de ce moment en particulier, dans le contexte qu'on connaît, ce serait quoi ? On l'a vu, clairement, la présence du président de la République, du gouvernement qui ont fait ce déplacement au salon et les annonces qui en sont suivies nous permettent là de pouvoir redéclencher, réattirer les projecteurs sur notre secteur et de repartir avec 2 plans. Parce qu'en fait, à l'issue de ce salon, on a eu l'annonce d'un plan plastique dont j'ai déjà parlé, mais il y a un deuxième plan qui pour moi est peut-être le plus important, celui qu'on attend pour nous depuis 10 ans, c'est une stratégie nationale du réemploi sur 6 filières stratégiques. Et ce plan-là va pouvoir être déroulé le 10 juin, on va commencer à travailler dessus, et ça va permettre à la France de se doter de leviers d'actions filière par filière pour faire grandir cette reuse économie. Donc voilà, pour moi, le signal est donné. Les travaux vont être enclenchés courant du mois de juin et on va pouvoir véritablement accélérer sur le déploiement de la reuse économie. Les solutions industrielles sont là. C'est ce qu'on a prouvé avec ce salon. On avait plus de 500 solutions opérationnelles exposées dans 6 filières. Maintenant, il faut passer à l'acte et ce plan stratégique va nous permettre de le faire. Merci beaucoup en tout cas, Célia Renson, d'être venue dans Impact Positif. C'est une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr. Et bien sûr, c'est un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes. Il vous suffit de flasher ce QR code qui va apparaître pour pouvoir le retrouver sur ces plateformes. Merci beaucoup encore. Merci.